You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Pas content. Tu as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amitié qui tienne, nos clapeurs sont armés jusqu'aux dents et vont se livrer à un duel à mort. Laissez-moi vous présenter nos valeureux clapeurs gladiateurs du jour. Notre première clapeuse est prête à mettre des coups de micro, c'est Elsa Morel. Tout à fait, bonjour. Bonjour, notre second clapeur ne connaît que le mot victoire, c'est Julien Rosenblum. Salut. Salut Julien, je sais pas pourquoi je te réponds, notre dernier champion et producteur artistique. Et ses arguments sont déjà bien aiguisés, c'est Florian Guillot. Voilà, Bonjour. Il fredonne le thème de ce Fight Club du jour, qui est un Fight Club qui n'opposera pas 2 films, mais 8 films. Là, c'est vraiment l'arène maximum, c'est la fin de l'année. Si on est vendredi, là, on se lâche. C'est un Fight Club exclusivement sur la saga Harry Potter, donc pas les animaux fantastiques. On va pas non plus. De toute façon, je pense qu'ils seraient pas dedans. Non plus. Mais donc, l'entièreté de la saga Harry Potter va se battre les films les uns contre les autres pour décider lequel est le meilleur, et on verra, peut-être qu'il y en a un qui reviendra parmi le choix des différents clapeurs. Je vais commencer les hostilités de façon un peu inhabituelle en vous demandant quel est le moins bon Harry Potter selon vous, et je vais commencer avec Elsa. Alors moi, j'ai pas un très grand souvenir des 2 premiers, même s'ils permettent de poser les bases de l'imaginaire, parce que moi, je préfère quand les personnages sont un peu plus vieux, en fait, dans la saga, parce que je trouve que c'est plus dramatique, c'est plus intéressant. Donc moi, je dirais que les moins bons, c'est les 2 premiers à ce niveau-là. Ah, les Harry Potter 1 et 2, c'est un peu violent, hein, parce que je sens... vas-y Florian, je te laisse attaquer Elsa. Oui, je vais te mordre. Je peux normalement. m'en aller ou pas? Alors, vas-y Florian, ou tu voulais rajouter quelque chose Elsa? J'attends. Non, moi, j'ai un truc, c'est est-ce que c'est les moins bons ou le meilleur après film en tant que tel, ou est-ce que c'est par rapport au livre? Non, en Et tant à que la film, en tant que tel, puisque Et par oui, exemple, mais moi, c'est je n'ai pour pas un lu fan tous les comme Harry moi, Potter. Pour un fan comme moi qui connaît, qui a lu tous les livres Tu dans peux tous donner les ton sens avis et comme tout, ça. c'est difficile. Enfin, pour moi, c'est pas la même chose. Si je me place du point de vue de quel est le moins bon film de manière juste intrinsèque, je pense que c'est le 6, parce que déjà c'est un des rares épisodes avec le 3 dans lequel on ne voit pas vous savez qui, je vais pas prononcer son nom parce que sinon c'est chaud. C'est un des rares dans lequel on voit pas le grand méchant de la saga, et donc on perd en enjeu. Et puis je trouve qu'il est je trouve qu'il est moins bien réalisé, moins bien raconté, il y a c'est moins épique. Donc le 6. Et par rapport au livre, là de ce point de vue là ça va être le même. Le livre 6, c'est mon préféré, c'est celui que je trouve le plus intéressant. Pour beaucoup, je crois, effectivement, Ouais. beaucoup de lecteurs adorent le 6. Il y a une mort exceptionnelle dans le film, si jamais on spoil pas, il y a une mort vraiment... Je pense qu'on peut spoiler. Hein. Alors Dumbledore tombe du haut de sa tour, mais même d'un point de vue scénaristique, dans le livre, dans l'histoire, il est hyper intéressant. Or, il est très 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 mal adapté et retranscrit à l'écran. Le 6 à l'écran fait très teen movie, quoi. Les petites amourettes saupoudrées d'un peu d'Horcrux. Ouais, alors il y a ça, mais justement, il y a tout ce côté, et on en reparlera sûrement après, il y a tout ce côté quotidien dans le livre qui n'est pas retranscrit, toute cette progression, tout ce qu'il apprend au fur et à mesure sur les Horcrux, justement, qu'on retrouve pas du tout. Tout est beaucoup trop sec, tout va trop vite, c'est hyper frustrant pour des fans et des gens qui connaissent très bien les livres que cet épisode 6, parce que on oublie énormément de choses. Moi, je vais te rejoindre aussi. Pour moi, je dirais peut-être le 6. Alors, j'hésite entre le 6 et le 4. Parce que, commençons par le 6, je trouve qu'effectivement, l'histoire pose problème. J'ai pas lu le livre, mais on m'a dit qu'effectivement, il y a plein d'éléments intéressants, notamment qui s'intéressent plus au prince des Sang-Mêlés dans le 6. Alors que le film, le prince des Sang-Mêlés, on dit, oh, tiens, qui c'est? Il est à qui ce livre? Et puis à la fin, c'est Rogue. Et puis voilà, donc on se dit, il n'y a pas trop d'intérêt à ce que le titre soit celui-là. Et donc, effectivement, je trouve que le 6, narrativement, n'est pas très intéressant. Et moi j'adore Voldemort, je trouve que c'est l'un des meilleurs méchants, si ce n'est le meilleur méchant. Et effectivement il manque aussi, c'est une menace qui n'est pas là, qui pèse, mais elle pèse pas assez pour être forte, quoi. Soit on le montre et du coup on prend plaisir à le voir, soit on le montre pas, mais il fallait qu'elle soit plus présente et plus anxiogène, tandis que là c'est un peu plus les petites amourettes. Hermione qui est jalouse que Ron sorte avec elle s'appelle comment
Lavande Brown. Oui, ça, je savais que c'était une plante, je savais plus laquelle. Donc voilà, donc je trouve pas très intéressant, même s'il y a des moments drôles. Le personnage d'ailleurs de Slughorn est très intéressant, l'acteur est excellent. Oui, mais par exemple, Slughorn, c'est hyper important pour les fans que Slughorn soit un très gros monsieur avec une énorme moustache. Ah oui, il n'est pas là. C'est retranscrit tout le temps dans le livre. Et moi, c'est un personnage que j'adorais parce qu'il est plein de défauts. Il est bourré de défauts. Il aime les gens qui sont célèbres. Il aime être proche d'eux pour la célébrité qu'ils ont, la popularité qu'ils ont. C'est un personnage qui est pour plein de gens pas... c'est pas un héros, mais moi je l'adore parce que justement il est plein de défauts. J'attendais vraiment ce personnage. Jim Broadbent est très bien, mais le problème c'est que c'est pas le personnage, quoi, pas du tout. Et c'est un problème. Moi du coup, j'ai pas trop de soucis n'ayant pas lu le livre, mais donc voilà, le 6 et j'ai le 4 parce que je trouve que au niveau de la réalisation, c'est pas incroyable. Je suis désolé pour Mike Newell, le réalisateur, mais je trouve que c'est un peu plat. Et pareil, en fait, c'est moi ce qui m'embête dans Harry Potter, c'est ces petites histoires d'amour, de jalousie. Et là, dans le 4, on part sur Ron et la tension entre Ron et Harry, alors qu'on sait qu'ils vont redevenir potes. Et je trouve que ça fait pas beaucoup avancer le schmilblick, pour reprendre une exposition très ancienne. Et ça apporte pas grand chose. Ça l'isole, mais comme il est souvent isolé, Harry. Et voilà, et niveau réalisation, je le trouve assez chum, le 4, je suis désolé, mais Elsa, oui, non, t'es pas d'accord? Le 4, justement, j'ai plutôt bien aimé. Et puis visuellement, tu trouves que la réalisation est bien? Je trouve qu'on sent que le réalisateur est pas très un réalisateur de mélodrame, mais Mike Newell à la base on sent qu'il est pas fait pour le fantastique, pour le spectacle. Moi je me suis quand même bien prêté à ce film. Pour le coup, à partir du 5, c'est... Et puis il est hyper important aussi dans le... Oui, il est important dans l'histoire, mais justement, et pareil, on m'a dit, alors j'ai pas lu le livre aussi, mais on m'a dit que dans le livre il y avait plein de choses hyper intéressantes qui sont pas dans le film, dans le labyrinthe notamment. Je me permets, pardon, je suis désolé Julien, sur le 4, on est sur le 4, hein, c'est ça? Oui, le 4. Il y a carrément un personnage qui n'existe pas, qui s'appelle Ludo Verpé, qui n'existe pas du tout dans le film et qui est hyper important. Il y a énormément de choses. C'est pour ça que j'avais ce propos au début concernant Harry Potter, c'est est-ce que c'est le meilleur film intrinsèquement ou est-ce que c'est la meilleure adaptation? C'est ultra important. Et l'adaptation du 4 est pas très très bonne non plus. Il y a des pans entiers de l'histoire. Finalement, on voit que ça se rejoint. Quand le film est pas très bon, c'est que l'adaptation aussi est pas très bonne. Parce que les deux qu'on relève, c'est le 6 et le 4. Et deux où l'adaptation, on a quand même des soucis d'adaptation, quoi. Donc, après, pour sa défense, le 4 est déjà très long. Il fait 2h30. Oui, mais il y avait à enlever, je te dis, la tension entre Ron, Harry, et, on s'en fout. Franchement, moi, je m'en fous. Clairement, là, je m'ennuie dans ces passages-là assez mortellement. Et donc, voilà, moi, c'est ces deux-là que je mettrais. Mais juste avant de te donner la parole, Julien, on voit qu'en fait, il y a deux périodes dans Harry Potter. Il y a la période du 1 au 4 et la période à partir du 5 jusqu'au dernier. Donc, du 5 au dernier, c'est le même réalisateur, c'est David Yates. Et avant, c'est plusieurs réalisateurs. Le 1 et le 2, c'est Chris Columbus. Le 3, Alfonso Cuarón, et le 4, Mike Newell. Et donc moi je suis plus team fin comme toi, Elsa, d'après ce que tu disais, à partir du 5, en fait quand ça devient vraiment sombre, et là je trouve ça hyper intéressant Harry Potter, quand ça s'assombrit terriblement et que on sent qu'il y a un enjeu, on sent que les personnages peuvent mourir, ils meurent d'ailleurs dans la deuxième partie. La première c'est un peu plus pour enfants, mais du coup ça a avancé avec nous qui étions enfants en même temps. Là c'est logique, il faut faire évoluer les personnages, mais d'ailleurs je trouve que la force d'Harry Potter c'est de réussir à plaire aux grands en mettant en scène des enfants aussi. Ça, ouais, je pense, ouais. Julien, dis-nous, toi, quel est le moins bon Harry Potter pour toi? On a gardé le suspense. Le 4, je vous rejoins. En fait, on me l'a survendu. Ah, c'est pour ça. Parce que voilà, faut savoir que j'ai découvert Harry Potter très tard, à l'âge adulte, il y a genre 1 an et demi, même pas. Mais c'est intéressant du coup d'avoir ton regard. Ouais, c'est ça. Donc, le 1, j'avais déjà vu pas mal, donc ça va. C'était comme je me souvenais. Et ensuite, le 4... on me l'a survendu, on m'a dit qu'il était génial et tout. En plus, il y a Cédric, tout ça. C'est un ennui mortel. Mais mortel. Vraiment, j'ai cru que j'allais abandonner à ce moment-là. Moi, je m'ennuie un peu dans le film. Et le 6, pour moi, c'est celui qui a le plus de longueur inutile. Enfin, c'est-à-dire que le film est pas forcément très long, mais il paraît très long. Ouais. Et il se passe pas grand-chose. Et ça fait pas trop avancer les choses, quoi. J'ai l'impression qu'on se rejoint pas mal sur les moins bons. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, on est assez d'accord. Vous préférez du coup quelle période? Plutôt entre le 1 et le 4 ou le 5 et le 8? Moi, personnellement, j'aurais un peu plus de tendresse pour les premiers. Les premiers, ouais. Ouais, parce que pour moi, le 1, c'est quand même le début au-delà des livres, mais c'est vrai que c'est aussi devenu une institution grâce au film, grâce à son adaptation. Et du coup, pour moi, Columbus il a tout installé quasiment. C'est ça, et pour moi, c'est le début d'une œuvre énorme, et voilà, j'ai beaucoup de respect pour ça, et j'avoue que ça m'a
ça m'a attendri aussi et ça m'a rappelé un peu mon enfance, tout ça, donc voilà. Florian, toi Toi t'as très bien expliqué le concept des deux périodes avec ces 3 réalisateurs sur les 4 premiers et ensuite un seul sur la fin, mais alors j'irai plus vers les premiers, mais pas le 3 et le 4, c'est-à-dire que vraiment que le 1 et le 2, ceux de Chris Columbus. Pourquoi ? Parce que tu étais en train de le dire, c'est celui qui a tout installé et c'est celui qui est le plus fidèle au livre. C'est-à-dire que les 2 premiers sont peut-être ceux qui cinématographiquement sont les moins exceptionnels, où le travail de la mise en scène n'est pas forcément fulgurant, mais c'est ceux qui rendent le mieux hommage au livre. Il n'y a presque rien d'oublié dans l'adaptation des 1 et des 2. C'est lui qui, en grande partie avec d'autres personnes, mais a installé le casting. Le casting de départ. C'est-à-dire que dans le 1 et le 2, Dumbledore, c'est Richard Harris. Après, l'acteur est décédé et il a été remplacé par Michael Gambon. Mais Richard Harris est exactement Dumbledore dans les livres. Beaucoup plus que ne l'est Michael Gambon par la suite. Il est excellent. Les costumes sont les bons, la disposition du décor de Poudlard est les bons. À partir du 3, il y a cette espèce d'énorme pendule qui arrive, une cour intérieure, un pont qui n'existe jamais dans les bouquins. Le 3, il est plus artistique. Non, mais à partir du 3, ils ont gardé cette forme à Poudlard jusqu'au bout. À partir de ce qu'a installé Cuaron, le changement de château. Alors il y a peut-être 1000 raisons de production, de je ne sais pas quoi, mais dans les 2 premiers, c'est vraiment les livres et pratiquement rien n'est oublié des bouquins. Le casting est parfait à ce moment-là. Les acteurs, Maggie Smith qui joue McGonagall, installer Alan Rickman comme Rogue, c'est le choix parfait. Pour moi, tout est parfait de la part de Chris Columbus dans les 2 premiers et voilà, donc je serais plus de cette team-là, juste de ce point de vue-là. Après, si on oublie l'adaptation des livres et qu'on regarde juste un film sans savoir d'où ça vient, effectivement, mais pas par rapport au travail de réalisation, je préfère les 2 derniers, pour le coup, Les Reliques de la Mort partie 1 et 2, simplement parce que c'est beaucoup plus épique et que ça pète dans tous les sens, et voilà, mais ça, c'est pas un problème de réalisateur ou pas réalisateur, c'est juste le propos qui fait qu'on arrive à la fin de l'histoire et que donc forcément on est au climax. Il y a aussi le fait que David Yates, c'est un réalisateur qui est très bon pour ça. Il est très bon, alors moins avec les Animaux Fantastiques qu'il réalise aussi, mais c'est un réalisateur qui est fait pour l'épique, pour le monumental, et c'est pour ça que je trouve et peut-être aussi pour ça qu'il est moins bon dans les Animaux Fantastiques, parce qu'il y a moins pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'épique. Et il n'y a pas grand chose, mais en même temps, il est écrit par J.K. Rowling alors que les Harry Potter, c'est Steve Kloves, si je ne dis pas de bêtises, qui fait l'adaptation. Les Animaux Fantastiques, c'est J.K. Rowling à la base, sauf que là, du coup, vu que les 1 et 2 ont été un peu détruits pour leur scénario qui n'ont pas été appréciés, Steve Kloves, j'espère que je dis pas d'erreur sur son nom, fait un retour pour l'aider, pour l'épauler pour le 3e. Elsa, toi, plutôt quelle période ? Alors, tu nous as dit plus. 5-8 du coup, mais quand on va parler du coup de mon préféré... on va... Moi je suis ambigu. Alors, moi j'ai juste un truc que je trouve étonnant. Tu parlais entre l'époque de Cuaron et après du coup Mike Newell. C'est le professeur Flitwick qui est donc le professeur qui est donc dans le Harry Potter 1 et 2, c'est le même. Et puis là d'un coup dans le 3 on a Flitwick, on a celui qui fait la chorale qui est joué par Warwick Davis. Mais c'est pas, non, je crois qu'en fait c'est pas précisé. C'est moi d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est Mike Newell qui trouvait très bien le personnage comme ça qui gère la chorale et qui du coup a voulu regrouper Flitwick avec lui et qui a créé cette nouvelle identité alors qu'il n'y a pas du tout cette tête là dans le 1 et 2. Je sais pas si c'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'ai vu sur internet. Effectivement, Flitwick a cette apparence vieux, chauve, cheveux blancs, etc. dans le 1 et le 2. Enfin, surtout dans le 1 d'ailleurs, parce que je suis pas sûr qu'il apparaisse beaucoup dans le 2, si ce n'est en silhouette. Et à partir du 3, il change d'apparence avec une petite moustache et une coupe au bol. Et apparemment, c'était pour le différencier de l'aspect des gobelins par rapport à la suite de l'histoire. Mais c'est encore une fois, c'est cette différence entre dans le 1 et le 2, il est comme il est décrit dans le livre. Et Chris Columbus l'a très bien retranscrit. Il fait ses cours en étant sur des piles de livres et tout ça pour les fans, c'est exactement ce qu'on recherche. Quand on arrive sur le 3, on nous le change. On a un bonhomme qui dirige une chorale.
ce qui n'existe pas du tout, avec Mais- une moustache et une coupe au bol. Enfin, non. Pour Moi, moi, dans c'est ce que non. j'ai vu, c'est juste que c'est ça, c'était pas le personnage forcément dans Mais dans je le connaissais 3, pas c'est cette, juste cette qu'il théorie-là. il a mis ce personnage-là de professeur de chorale, bah voilà, qui l'a créé. Et c'est Mike Nouvelle qui a dit, moi j'aime bien le professeur de chorale et j'ai envie qu'il ressemble à Fleetwick, et qui a regroupé les deux en un personnage et ça vient de là. Mais Elsa, du coup, on va te demander, je sens que ça va être intéressant, quel est ton Harry Potter pour toi, quel est le meilleur? Alors, je voulais juste quand même rajouter un petit truc, si je peux Vas-y. dire. Je Oui, trouve bien que sûr. pour une saga de 8 films, je trouve quand même qu'il y a une constance dans la qualité qui est présente. C'est-à-dire que j'ai pas le souvenir d'un Harry Potter qui est absolument ignoble et horrible et... Ouais, Oui, dans voilà, les, ce qui a pu arriver dans d'autres sagas qui se sont étendues, comme Pirates des Caraïbes ou Ouais. comme, enfin voilà d'autres. Donc c'est vraiment ça très fort. Donc pour revenir à mon Harry Potter préféré, pour moi c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc mise en scène par Alfonso Alfonso Cuarón. Cuarón. Tout simplement parce que j'ai trouvé que la mise en scène était hyper singulière et très belle dans le sens où vraiment il y a une patte, quoi. On reconnaît, c'est pas générique comme mise en scène, c'est pas juste du blockbuster, c'est vraiment, il y a une identité visuelle très forte. Aussi, moi j'ai beaucoup aimé la scène des détraqueurs, enfin toutes les scènes avec les détraqueurs que je trouve qu'ils pèsent en fait sur ce ouais. château. Et Ils sont aussi, excellents, Ouais. les trackers. et puis la scène où ils vont sur le train, ils aspirent l'âme d'Harry, et là le professeur Lupin, Ils aspirent l'âme d'Harry. c'est un peu ça. Oui, Le professeur Lupin se réveille, mais c'est une scène qui je me souviens, ça m'avait fait flipper et j'avais adoré la mise en scène de cette scène. Donc vraiment, moi pour ça, j'ai vraiment adoré et j'ai passé un bon moment. Et j'aime aussi le jeu avec le futur, etc., où ils se croisent, enfin sans vraiment se croiser dans le futur. Enfin voilà, donc moi j'aime beaucoup ces idées-là. Une petite question avant de vous demander les vôtres, Julien et Florian. Vous les avez tous vus au cinéma? Vous en avez vu un à leur sortie, je veux dire. Elsa, toi? Alors moi j'en ai vu aucun au cinéma. Aucun au cinéma. Florian? Non, je les ai tous vus au cinéma. Tous vus. Et toi, Julien? J'ai vu la moitié du 1 au cinéma. Et What? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que tu étais accompagné. Ah non. Non, j'ai eu peur et je suis parti. Voilà. Oh, C'est bon, j'avoue. pauvre Ouais. Julien. Et après, du coup, je me suis toujours refusé à regarder Harry Potter et Ah je les ai tous vus quand ils étaient sur Netflix. Mhm. Et j'ai juste vu le 3 en ciné-concert. Les trois en ciné-concert. Et est-ce que ça influe sur ton film préféré? Moi, juste pour répondre à cette question-là, je les ai tous vus au cinéma sauf le 1. Après, j'ai enchaîné tous les autres. Dis-nous, Julien. Bah, du coup, c'est vrai que le 3, l'expérience cinématographique, elle était beaucoup plus ouf, quoi. Donc toi, c'est plutôt parce que tu l'as vu au cinéma que... Bah, je pense que c'est ça qui fait la différence, parce que à la fin, quand je les ai tous vus, celui dont je garde le plus de souvenirs, la plus grosse émotion, c'était le 3. Ouais. Mais c'est très sûrement dû à ça. En ciné-concert, en plus, tu Ouais. disais. Oui, Oui, donc c'est ça aide, c'est d'autant plus fort que... Ah oui, c'est ça, c'était juste oufissime. Toi, Florian, quel est ton... Moi, juste pour répondre sur le 3, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une patte. On sent que justement, Cuarón. En fait, Chris Columbus voulait pas enchaîner sur le 3 parce que ça lui avait pris presque 10 ans de sa vie déjà de faire les deux premiers et il en pouvait plus. Il a été producteur du 3 et il a participé au choix de Cuarón. Et il savait qu'en ayant ce mec-là, ce serait pas une réalisation classique ou fade. Et je suis d'accord de ce point de vue-là. Moi, ce qui me gêne, et c'est pour ça que j'en ai un souvenir un peu. Enfin, même pas un souvenir, j'en ai une opinion. Une haine. Ouais, une opinion assez mauvaise, c'est que c'est à partir de là où tout part en vrille par rapport au bouquin et que c'est pas possible pour. Enfin, c'est horrible pour moi. Je pense que vous avez compris. Du coup, pour moi, mes préférés, c'est les deux premiers de ce point de vue-là, parce que je suis un très gros fan et que c'est ceux qui rendent le mieux hommage. Et encore une fois, je trouve que le casting est absolument dingue. Sur les deux premiers, il y a pour moi pas une erreur de casting. Tout est parfait. Tout est extrêmement bien trouvé. On peut rendre hommage à Chris Columbus là-dessus. Juste avant que tu poses une question, Julien, pour toi, il y a quel souci dans erreur de casting par la suite? Moi, franchement, j'en vois pas beaucoup d'erreurs de Par la casting. suite, je te dis, il y a Slughorn qui est mal fait. Slughorn, Voldemort. il est super. Ralph Fiennes. Encore une fois, il a pas les yeux bleus, Voldemort. Ah Il est oui. censé avoir les yeux rouges. Mais c'est vraiment par rapport, erreur de casting, c'est... parce que pour moi, le film, il vit aussi en bien tant sûr que, en Ralph tant que Fiennes tel. Il y a des joue trucs pas mal, qui sont difficilement adaptables ou qui vont être un peu ridicules, donc il faut adapter pour que ce soit fort. Je suis pas d'accord, je comptais en parler peut-être après. Je trouve que ce qui manque pour plein de fans d'Harry Potter, c'est du contenu. C'est-à-dire qu'on a les livres, on a les films, et voilà, il y a plus grand-chose qui sort d'intéressant. Les animaux fantastiques, c'est vraiment pas très bien pour des gens qui aiment Harry Potter.
Et par rapport à ça, il y a des fan-films qui existent sur YouTube. Il y a à boire et à manger. Il y a des trucs qui sont très mauvais, comme plein de fan-films, très mal joués, sans budget, etc. Et il y en a qui sont des petites pépites qui ressemblent à des épisodes de séries qui font vivre l'univers. Et il y a par exemple, il y en a 2 que je retiendrai et que je conseille aux gens d'aller voir pour ceux qui aiment vraiment Harry Potter. Il y a The Greater Good, donc pour le plus grand bien, qui est le mantra de Dumbledore et Grindelwald, qui est la grande bataille entre eux. Et il y en a un autre qui arrivera dans les Animaux Fantastiques a priori. Peut-être. Mais pour l'instant, ce fan-film-là est déjà très intéressant pour ceux qui aiment l'univers. Les effets spéciaux ont un peu vieilli, mais voilà. Il y en a un qui est vraiment très 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 bien, qui s'appelle Severus Snape et les Maraudeurs, et qu'il faut vraiment voir, qui dure une 20aine de minutes, je crois, qui est génial. Et à la fin, on a Voldemort, qui est le vrai Voldemort, et qui fait 1000 fois plus flipper que ceux des films. Les effets spéciaux sont peut-être pas parfaits, mais même en n'étant pas parfaits, c'est déjà beaucoup plus flippant que dans les films. Donc vraiment, je vous invite à le regarder. Il est très très bien. Et il y aura aussi The House of Gaunt avec notre ami Maxence Danet-Fauvel qu'on a reçu au dernier enregistrement et qui incarnera Voldemort. Après, est-ce qu'il incarnera la version souhaite d'avoir les yeux rouges. La version de Florian, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura donc Maxence Danet-Fauvel dans le rôle de Voldemort. Florian, tu avais une question pour... Julien, tu avais une question pour Florian. Ouais, c'était en gros... toi, en fait, t'as entre guillemets décroché des films au moment où ça s'intéresse plus à l'aspect cinématographique qu'à l'aspect Harry Potter, en gros. Oui, j'ai jamais décroché parce que je les regarde tous et voilà, mais je préfère les premiers qui racontent fidèlement l'histoire. Ok, mais du coup, dont les personnages sont... Mais est-ce qu'à un moment, c'est pas aussi essentiel pour le film, pour exister en tant que film, pour être diffusé au cinéma, pour avoir aussi autant de succès? Parce que de reprendre totalement tout ce qui est fait dans le livre, ça peut aussi ennuyer, être aussi... chiant, parce qu'il y a des choses qui peuvent pas se transmettre aussi bien entre un livre et un film. Et est-ce que du coup il n'y a pas une expérience cinématographique en plus qui est apportée par tous ces ajouts de mise en scène, pas forcément au niveau des personnages, mais surtout par rapport au niveau du décor, au niveau des choses comme ça, tu vois? Bah non, moi vraiment ça me gêne quoi, ça me gêne vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des scènes... Ce qui est bien avec Harry Potter, et on le sait, ça a été un phénomène pour plein de jeunes qui se sont mis à lire avec Harry Potter, on connaît tout ça, on a tous entendu ces histoires-là, c'est qu'Harry Potter, il y a énormément de scènes très virtuoses de dialogue. Et elles se passent dans des lieux qui sont importants, quoi. Et on peut pas les changer, c'est pas possible. Il peut pas y avoir quelqu'un qui arrive comme ça et qui décide que c'est mieux de le faire dehors alors que ça se passe dedans. Enfin, j'arrive pas à comprendre ça, moi. Je vois pas ce que ça change par rapport à ce que tu me dis là. Je vois pas ce que ça change ou ce que ça apporte en plus de changer une scène de lieu et de la foutre dehors alors qu'elle se passe dedans, par exemple, si ce n'est pour des problèmes de moyens. Non, je vois pas d'excuse à ça. Bah, juste par exemple un lieu qui apporte du spectacle, que ce soit visuel. Le pont, par exemple, pour toi, faut pas qu'il y ait le pont de Poudlard? C'est le pont, c'est cette espèce de truc en bois qui font exploser dans le 7 partie 2. Oui, mais c'est il y a pas. génial. Mais ouais, d'accord, mais il y a pas ça. Oui, mais il est hyper spectaculaire visuellement. C'est-à-dire que les plans aériens de ce pont, ils sont pris et repris pour leur visuel d'un point de vue purement esthétique. D'accord, mais moi ça me gêne vraiment. Par rapport au livre, c'est l'adaptation qui est faite. Moi je vais choisir du coup comme meilleur Harry Potter, justement je viens d'en parler, Harry Potter 7 partie 2, tout simplement parce que je trouve que c'est le dénouement de tout et que c'est brillant comme dénouement, c'est fort, il y a tout en fait, il y a de l'action, de l'émotion, je trouve que c'est très bien mis en scène, justement ce qu'on disait, David Yates, c'est pas forcément un grand réalisateur qui est dans l'artistique comme Alfonso Cuarón, mais c'est un réalisateur qui est dans le spectaculaire et je trouve que c'est un dernier film spectaculaire d'Harry Potter où tout finit en apothéose et c'est toujours émouvant je crois pour tout le monde de le revoir. Moi je l'ai vu en avant-première à sa sortie, il passait le 7 partie 1 suivi du 7 partie 2 et c'était exceptionnel parce qu'il y avait une ambiance incroyable et je pense que tout le monde, tous ceux qui aiment Harry Potter sont toujours émus devant ce dénouement qui est brillant et voilà, moi c'est mon choix. Oui Julien, tu veux... Je pense que t'as l'émotion du dénouement. Après moi par exemple quand je l'ai vu, tu vois, c'était plutôt le soulagement du dénouement. Et du coup non mais du coup tu vois il y avait pas la même ambiance et en fait je vais pas te mentir, celui-là il m'a un peu paru, c'était un peu un feu d'artifice, tu vois, mais j'avais l'impression d'avoir un peu un film
entre guillemets poubelle, tu vois, où fallait mettre un peu tout, finir toutes les histoires et genre essayer de trouver une conclusion vite en faisant un genre de feu d'artifice. En fait, je le trouvais un peu forcé et je trouve que on découvre qui est Rogue, tout ça qui nous donne une relecture. On a quasiment envie de les revoir tous pour voir les indices qui donnaient qu'on a pu avoir sur Rogue. Je trouve que c'est très très fort. Moi je trouve qu'il était moins dans l'ambiance des précédents, tu vois. Ah, moi je suis pas d'accord, je trouve que vraiment ça... En fait je trouve que les Harry Potter sont vraiment à l'image du logo Warner Bros, quasiment des logos Harry Potter des débuts de film, quoi. Au tout début tout est beau et puis après on arrive, ils deviennent de plus en plus froids. Je crois que c'est le 5 ou le 6 qui est en fer, et puis le dernier je crois que c'est du bois le logo est en bois qui se détruit un peu. Je trouve que c'est à cette image là, quoi. On a suivi tout ça et là c'est la conclusion, et la conclusion pour moi elle est quasiment parfaite. Donc voilà pourquoi il y a mon choix. Mais on va avoir quelques chiffres un peu qui vont permettre d'objectiver un peu tout ça. Tu vas t'amuser, là. J'ai fait la moyenne, non du coup juste le classement, le top 3 sur Allociné, en faisant en voyant la note presse et public. Alors je vais commencer par le troisième. Alors le troisième, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a trois. C'est les 3 premiers films Harry Potter qui ont tous, donc j'ai fait la moyenne de la note presse et public et ça donne pour moyenne 3,9 sur 5. Donc voilà, tous à égalité, le 1, le 2 et le 3. En deuxième position, c'est Harry Potter 4, qu'on a pourtant bien descendu ici, qui a une moyenne de 4,5 sur 5 pour la moyenne du presse et public. Et pour celui qui arrive en premier, c'est mon choix, c'est Harry Potter 7 partie 2. La presse a mis 3,8 sur 5 et le public 4,3. Donc ça fait, je crois, une moyenne de 4,05, je crois, d'après ce que j'ai vu, ce qui crée, oui. Et moi, je suis d'accord avec ton choix, encore une fois, si on oublie les livres. C'est-à-dire que... Oui. Et en plus de ça, n'ayant pas lu le dernier livre, Les Reliques de la Mort, qui est divisé en 2 films, et pour le coup assez bien adapté, parce qu'il y a des scènes qui sont retranscrites en termes de dialogue très très fidèlement. Ils ont eu le temps, du coup, en fait. Exactement. Le dialogue entre Harry et Ollivander et le gobelin Gripsec, par exemple, dans la maison au coquillage, il est reproduit presque mot pour mot. Il y a plein de choses comme ça qui sont reproduites mot pour mot. T'aurais eu besoin qu'il fasse 14 films, en fait. Tous les films en 2 parties, quasiment. Oui. Et c'est ce qui manque à plein de fans d'Harry Potter. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du contenu. Et cet univers mérite qu'on s'y attarde longuement sur des séries. Il pourrait très bien y avoir la suite d'Harry Potter après Voldemort, quand il devient Aurore. Aurore, c'est ceux qui combattent les mages noirs. Si jamais, parce que c'est très expliqué dans les livres, donc c'est pour ça que je me permets de préciser. Ça mérite ça complètement. On a besoin de faire vivre cet univers. Et il y a plein de choses. Tu disais très justement que dans le 7 partie 2, on découvre qui est Rogue. Mais lis le livre, tu vas voir, c'est incroyable. Il y a plein de scènes supplémentaires des souvenirs de Rogue qui sont géniales. Et tout ça fait un tout hyper cohérent. Et ça le rend bien, mais pas assez bien. C'est pour ça que je reste quand même sur Chris Columbus. Plutôt bon. Alors ici, il y a une préférence pour le 3, a priori. Elsa et Julien se rejoignent sur leur choix d'Harry Potter 3. Le box-office en a décidé aussi autrement et rejoint finalement mon choix et celui du public, puisque c'est Harry Potter 7 partie 2 qui a fait le plus de recettes au box-office avec 1 milliard 341 millions, plus de ça, de dollars de chiffres dans le monde. Et en français, 67 millions de dollars, oui. Je sais pas, tu voulais dire un truc, Julien ? Je reviens juste sur les chiffres des notes presse notes presse et publiques que tu avais trouvées sur Allociné. En vrai, c'est pas étonnant parce que quand tu vois, ils sont repassés sur TF1 là il y a pas longtemps. Et par exemple, quand il y a eu le 4, je sais que sur les réseaux sociaux, c'est un de ceux qui a fait le plus réagir. Et du coup, il a l'air très aimé. Et le 7 partie 2, c'est aussi normal dans le sens où c'est de la conclusion, et c'est de la conclusion d'une saga qui t'a suivi pendant énormément d'années. 2 mois sur TF1 et 10 ans au cinéma. Par rapport à la note Allociné, tu vois, c'est sur 10 ans de cinéma, donc c'est juste énorme. D'ailleurs, justement, donc pour le box-office, en première position, c'est Harry Potter 7 partie 2. Deuxième position, c'est Harry Potter 1, tout simplement. Et troisième position, Harry Potter 7 partie 1.
qu'on n'a pas cité, mais qui complète, il se complète assez bien avec le 2. Bah voilà, vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5 quel est votre film Harry Potter préféré. Si vous les avez tous vus sur TF1, c'est l'occasion de nous donner votre choix. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clappeurs. N'oubliez pas de liker, merci à toi Elsa. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes. Exceptionnellement pour la réouverture des cinémas, on se retrouve dès mardi avec la critique d'une Sirène à Paris, le film avec Nicolas Duvauchel et Marilyn Lima, que l'on vous avait promis avant le confinement, donc on espère que cette fois-ci on arrivera à le faire. Rendez-vous donc mardi sur Clapement 5 pour découvrir la critique et d'ici là, eh bien, allez au cinéma. Ah bah non, c'est pas...